Toi, c'est pas parce que t'as pas une start-up que tu sais pas coacher. Je suis pas d'accord. Ah, Et voilà. ouais, on va en parler. Et ouais, on va en parler, bien sûr. C'est bien, On va en c'est parler. beau, c'est bien, c'est Pas beau, de souci. c'est sympa. J'ai l'immense plaisir de recevoir Pierre Gobil. Pierre Gobil, c'est l'Européen avec une mentalité de la Silicon Valley. Il a vécu à San Francisco pendant 17 ans et il a construit, et j'insiste sur le mot construit, 3 startups. Pierre Gobil, il fait partie d'un fonds d'investissement américain qui a investi dans 54 startups et surtout, il a monté son académie, un peu comme la Starac, mais rien à voir, pour accompagner les créateurs d'entreprises à monter leur start-up step by step. Pierre Gobil, c'est un coach. Il n'a pas sa langue dans sa poche, alors il coach de façon directe, façon prof de sport, un peu brute de décoffrage, sans concession, et évidemment toujours de façon constructive et bienveillante. Pierre Gobil, bonjour. Salut Pénélope. Ça va ? Eh ouais, ça va et toi? Prof va de très- sport, je suis pas sûr. Hein. Ah bah quand même, en mode un peu machine de guerre. Allez, burpees, Non, pompe. non, c'est pas machine de guerre. Ah ouais ? C'est direct, d'accord. Mhm. Sans concession, d'accord. Sans filtre, d'accord. Mhm. Mais c'est pas machine de guerre. Je suis pas en train de pousser les gens, tu vois. J'aime pas la motivation un peu déplacée, tu sais, où tu pousses. J'essaie de faire réfléchir. C'est différent. Pierre, est-ce que tu as déjà écouté notre podcast ? Oui, Donc tu connais la première question. vas-y. Ok, donc je rappelle pour ceux qui nous découvriraient un peu tard, notre première question, c'est le jeu du « tu préfères ». Tu préfères avoir une killer team qui déchire et un purpose de merde, ou un purpose qui tue, mais une team de merde. Une killer team qui déchire. Parce qu'une killer team qui déchire va trouver le bon purpose s'il est pas bon. À l'inverse, ça marche pas. Au Ouais. départ, dans une startup, tout est lié à la team. Parce qu'en fait, tu es dans une chose qui est très incertaine. Donc, tu découvres des trucs à chaque tournant. Et donc, toute la qualité d'une startup, au départ en tout cas, dépend de la team qui va savoir s'adapter à tout ce qui se présente à elle. Et à partir de là, prendre des bonnes décisions. Donc, si tu as un bon purpose et une mauvaise team, le prochain tournant, ils vont prendre le mur. Si tu as une bonne team qui a un mauvais purpose, ils vont tout de suite s'en apercevoir et faire ce qu'il faut pour avoir le bon. Donc, la Parfait. team, c'est tout. La team, c'est tout. On adore cette phrase. Le problème, c'est que mon jeu est un peu, du coup, foiré parce que le principe du tu préfères, c'est que tu n'es pas capable de répondre. Donc, je vais t'en faire un deuxième. Ah, vas-y. Tu préfères ne plus jamais être en contact avec des startups, mais qu'on t'appelle parce que tu es la ref pour que tu coaches les startups, mais du coup, tu dois ignorer les demandes parce que tu peux plus être en contact avec elles, ou ne plus avoir de famille, d'amis, de vie perso et faire que travailler et coacher des startups matin, midi, soir. Donc, j'ai pas le droit de répondre. Si. Bien sûr, il faut que tu répondes. Alors, moi, je préférais ne plus parler aux startups. Ne plus jamais être en contact avec des startups, mais en revanche, on t'appelle tout le temps, mais tu dois dire non, 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 désolé. Voilà, c'est ça. Mais à côté de ça, j'ai une vie. C'est le plus important pour toi. Ah, beaucoup plus, oui. D'accord. Donc c'est facile ce petit jeu-là pour toi. Pour moi, c'est facile parce que moi, je donne plus de valeur à ma vie et à mes passions qu'à mon travail. J'ai toujours considéré que le travail, c'était une chose importante parce que ça occupe une grande partie de ta vie, mais c'est pas majeur, c'est pas ce qui me détermine. Mais pour quelqu'un qui a vécu à San Francisco pendant des années dans la Silicon Valley, Oui. on se dit qu'il y a quand même un vrai truc de boulot important. Ah, mais j'ai adoré ce que j'ai fait. Mais j'ai jamais considéré que c'était ça ma vie. C'est-à-dire que les gens qui se déterminent par rapport à leur travail, quand ils arrêtent de travailler, leur vie est un peu vide. Tout à fait. Voilà. Et moi, mon travail a toujours été un complément à ma vie, mais pas ma vie. Par contre, j'ai toujours été à fond, j'ai vécu mes expériences XL, X++, mais voilà, c'est pas ma vie. Et tu parles au passé ? Oui, parce que depuis que je suis parti de San Francisco, les choses sont un peu plus légères, on va dire. La France est plus petit, il y a moins de tension, il y a moins de choses, quoi. C'est plus léger, quoi. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on dit... alors, ma question est con, parce qu'elle est assez évidente, mais Mais non. j'aimerais quand même que tu y répondes. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'aux États-Unis, les gens bossent comme des malades et ils gagnent leur vie en conséquence ? En fait, je comprends, mais d'où ça vient ? Enfin, je veux dire, comment ça se fait ? Ça vient d'où ? Alors, c'est faux, les gens aux États-Unis travaillent moins qu'en France. D'ailleurs, si tu regardes les statistiques, la productivité par employé en France est supérieure aux États-Unis. Donc aux US, tu pars, par exemple, San Francisco, on commençait le matin vers 7h, mais à 4h, c'est fini. La plupart des gens, ils rentraient chez eux, ils allaient voir leurs enfants. Ça revient à 9h, 18h.
Ouais, mais c'est pas la même vie qu'en France, parce qu'en France, tu te lèves peut-être à 8h, tu commences à 8h30, 9h, mais à 19h, 20h, tu es encore dans les transports ou tu es encore au bureau. Oui. Donc, c'est peut-être moins d'heures aux États-Unis et les gens sont... Moi, je trouve que la productivité est moins bonne aux États-Unis et que les gens travaillent moins. Alors, ils sont mieux payés pour plein d'autres raisons. En tout cas dans la tech, hein, pas partout, parce que le salaire moyen américain, il n'est pas plus élevé qu'en France. Mais dans la tech, le salaire est très très élevé parce qu'il y a une énorme pénurie de gens. Et donc, qui dit offre et demande, dit que les prix montent. Mais attends, pourquoi on dit, mais ouais, aux États-Unis, les mecs bossent comme des malades, plus tu bosses, plus tu gagnes de l'argent? Il faut savoir que les États-Unis, c'est un pays qui n'est pas social. Donc, il n'y a pas de filet de secours. Autrement dit, l'école coûte une blinde, l'hôpital coûte une blinde. Il y a des moments, quand tu demandes une ambulance, on te demande d'abord ta carte bleue. Et donc, si tu veux, alors qu'en France, si tu veux, on ne se rend pas compte du pays dans lequel on est, où en fait, tout est servi par l'État. Et donc, aux États-Unis, si tu n'as pas d'argent, tu peux mourir d'un cancer. Donc, gagner de l'argent, c'est important pour ne serait-ce que vivre. C'est pour ça qu'on dit souvent les Américains, ils ont plusieurs boulots. Les Américains ont plusieurs boulots parce qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est que le coût de la vie est important et d'autre part, c'est des grands consommateurs. Donc, ils ont tendance à beaucoup s'endetter pour acheter des conneries. Ils ont 500 machines à laver, 3 trucs à la noix, et ils sont toujours dans la consommation. Et en fait, ils se complaisent là-dedans, et en fait, ils se rendent heureux en allant dans les malls pour acheter des trucs. Je caricature, mais c'est un peu ça. On est un peu moins consommateur que les Américains, on est en train de le devenir malheureusement. Mais donc, cette hyper-consommation et cette cherté de la vie fait qu'ils ont besoin d'avoir effectivement un salaire conséquent. D'accord, merci pour ce petit laïus sur les États-Unis, Pierre Gobil. On a fait un projet ensemble. Yes. Qui s'appelait 34 éléments. Voilà, c'était un podcast de moi. Voilà. Ça te va? Je sais pas ce que j'attendais à cette réponse. Moi non plus. On va écouter un petit extrait de ce podcast. Un petit 30 secondes, 1 minute. C'est un extrait sur le why. Oui. On aime bien cet extrait et on va l'écouter en live. Le purpose, le fameux why. Et le why répond à une question très simple mais très dense qui est pourquoi votre startup existe. Alors, ce purpose, il doit venir des fondateurs. C'est-à-dire que ça doit être un truc qui anime les fondateurs. Vous devez avoir une espèce de volonté commune de changer le monde pour quelque chose de mieux et ça doit un peu sortir des tripes des fondateurs. Alors, Pierre, au lieu de pianoter sur ton téléphone alors qu'on t'a demandé au tout début de mettre sur le mode avion, est-ce que tu peux, s'il te plaît, commenter cet épisode? Je peux tout faire. C'est un truc qui est considéré comme étant hyper américain, le purpose. Simon Sinek. Les gens disent, ouais, lui il a fait, mais il y en a plein d'autres qui ont fait ça avant. C'est lui qui est le plus connu, non? C'est lui qui est le plus connu parce qu'il a vulgarisé la chose, on va dire, mais c'est pas lui qui est à l'origine de cette idée-là, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on a tendance à considérer que c'est un peu du pipeau américain. Tu vois, le purpose, la culture, la vision, toutes ces conneries. En fait, ce qu'il faut, c'est faire un produit, gagner du pognon, et puis c'est bon, quoi. Et en fait, non. En fait, c'est hyper important de se poser ces questions fondamentales. Parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps à ce qu'on fait, et c'est une bonne question de se poser pourquoi je fais ça, et pourquoi je fais pas autre chose. Et donc, cette question du purpose, qui consiste à répondre à la question pourquoi ma startup existe, pourquoi mon projet existe, pourquoi je fais ça, c'est hyper important. Donc moi, quand j'étais investisseur, j'avais 2 questions. La première, c'est pourquoi ta boîte existe, et la deuxième, c'est pourquoi tu fais ça. Et rien que ces 2 questions, ça te permet de bien cerner un entrepreneur très rapidement. En règle générale, à la première question, les réponses étaient assez médiocres, et à la deuxième, très médiocres. Et c'est rare que tu vois en fait des gens qui ont vraiment réfléchi à cette question-là et qui sont réellement en phase avec ce qu'ils font. Et si tu veux réussir, il faut être en phase avec ce que tu fais. Si tu n'as pas quelque chose qui, chez toi, résonne et fait que c'est pour ça que tu as été fait pour faire ça, ben, tu le feras peut-être moins bien. Et surtout, tu seras moins résilient. C'est-à-dire que si à un moment donné, ça devient difficile et que tu trouves autre chose de plus sexy à faire, ben, tu le feras. Par contre, si c'est ton calling, tu resteras et tu le feras jusqu'au bout. Et c'est dans la résilience et dans la durée que finalement on réussit. Et donc la première question, c'est pourquoi cette boîte? Ouais, pourquoi ton entreprise existe? Et deuxième question? Pourquoi toi tu fais ça? Et alors je me souviens, parce qu'avant de faire des podcasts, on s'est un peu entretenu. Je ne suis pas passée par l'académie, mais bon, j'ai eu droit à des petits coachings. Et je me souviens que tu m'as posé la question. Et évidemment. Et qu'est-ce que j'ai répondu, Pierre?
Est-ce que c'était médiocre ou très médiocre déjà? Je me rappelle plus trop ce que tu as répondu. Je crois que tu as gueulé en disant mais pourquoi tu me poses cette question? Déjà pour commencer. Donc je suis pas très sûr de ta réponse. Forcément. Si tu m'as dit, si je me rappelle ce que tu m'as dit. Tu m'as dit pour faire des podcasts qui déchirent. Voilà pourquoi j'existe, pour faire des podcasts qui déchirent. C'est ça que tu m'avais dit. Donc très médiocre. Ouais, donc pas terrible. Donc à chier même. Mais ça a un peu évolué après, non? Je crois, non? Je sais pas, tu crois qu'aujourd'hui, pourquoi ma boîte existe? Pourquoi... Ah, c'est toi, c'est à toi de me Non, répondre. Là. je- Non. Attends, alors Mais là, en fait, je crois que j'ai toujours pas compris. Non, en fait, c'est pas ça que j'avais répondu. écoute, pour te situer la question, c'est ça. En fait, ta boîte, elle existe pour servir tes clients, t'es d'accord? Oui. Ok. Enfin, Et donc, la question que tu dois te poser, c'est que si tu sers correctement tes clients, comment tu changes un peu leur vie à eux? Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Tu vas pas leur dire, viens, on va faire un podcast. Ça, c'est super, mais ça sert à rien. non, je vais dire, viens, tu vas vendre plus. Ouais, mais en quoi est-ce que tu va plus loin que ça? Je vais faire- Tu vois, les gens, ils font des choses pour eux-mêmes aussi. Les gens, ils sont humains. Mhm. Donc, qu'est-ce qui va les toucher eux? Qu'est-ce que tu vas changer dans leur vie? Les décideurs. Les gens qui vont faire les podcasts avec toi. Qu'est-ce que tu vas changer dans leur vie qui va faire que leur journée est un peu meilleure? C'est ça la vraie question. Mais en interne aux clients. Eh bien, le purpose, c'est pourquoi tu fais ça? C'est pour changer la vie de ces gens-là, Mais de Et en ces gens-là. de tes clients, et en quoi tu changes la vie de ces gens-là en mieux. C'est à ça que tu dois répondre. Et la vision, c'est de dire que si tu changes plein de vies de plein de gens comme ça, que devient ton monde? Tu vois, ce sont deux choses différentes. Eh ben, c'est bon, j'ai la réponse. Vas-y, on t'écoute. Pourquoi ton entreprise existe? Pour aider les gens à oser. Ça, c'est bien. Et si les gens osent, quelle est la conséquence sur leur vie? Et si les gens osent, ils peuvent aller au bout du monde. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Tout est possible. Un monde s'ouvre devant eux. Donc tu veux dire que tu veux un peu les libérer de leur chaîne et faire en sorte qu'ils aient plus de barrières mentales? De carcans, de barrières, de... Exactement. Et donc ton slogan, c'est quoi alors? Libérez-vous? Non, mon slogan, c'est l'agence qui regarde les marques droit dans les yeux. Ok. Parce que tu penses qu'elles sont un peu enchaînées? Un peu Est-ce dans qu'on- des carcans? Est-ce qu'on n'est pas tous un peu enchaînés? Ah, pas moi. Moi non plus. Je m'en doutais que tu allais répondre ça, c'est incroyable. Est-ce que la majorité des gens n'est pas enchaînée? Oui, mais c'est difficile de sortir des sentiers battus parce que c'est comme ça que l'univers fonctionne, quoi. C'est pour ça que la toile est là. Et voilà, c'est pas mal, mais ça, il faut que tu creuses un peu. Oui, bah, D'ailleurs, écoute, ça correspond très bien à ta tonalité. C'est-à-dire que tu n'es pas une agence de podcast comme les autres Tout à avec fait. gna gna gna, on va faire le brief avec le gna gna gna, le gna gna gna. Toi, c'est plutôt dans ta gueule. Allez hop, Voilà. on y va. Ouais. Et ça, j'aime bien parce que justement, moi, j'aime les gens clivants. Parce que tu l'es. Parce que je le suis. Et si tu n'es pas clivant, tu as des gens qui t'aiment bien. Moi, j'aime bien les gens qui m'aiment et les gens qui me détestent. Et je pense que toi, tu es comme moi. Et je pense que la toile, soit on aime, soit on déteste. Mais Tout si à on fait. aime, on est vachement en phase avec ce que tu fais. Et du coup, quand on écoute ce que tu fais, eh ben, on sort du lot, on s'en rappelle. Et je pense qu'il faut que les gens se rappellent de toi en bien ou en mal. Parce que si tu fais un truc médiocre ou moyen, les gens t'auront écouté, ils auront trouvé ça bien, mais ils se rappelleront jamais de toi. Comme dirait Brian Chesky, le Airbnb. CEO d'Airbnb, merci Pierre, il vaut mieux être aimé 100 fois, que... liker 1000 fois. Voilà, Voilà, on est bien d'accord. on est bien d'accord. Et donc, il faut être clivant. Il faut- C'est-à-dire qu'il faut avoir des opinions et qu'il faut savoir les exprimer en disant voilà mon point de vue. C'est d'ailleurs vachement important pour une entreprise d'avoir un point de vue. La plupart des entreprises que je rencontre, elles ont des produits, elles veulent régler des petits problèmes, des machins, gna gna, c'est super, mais elles n'ont pas de point de vue. Le point de vue, c'est quelle est ta vision du problème, comment il faut le résoudre et pourquoi tu n'es pas d'accord avec la façon dont c'est fait aujourd'hui. Et ça, c'est vachement important de s'exprimer en disant voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce qui est fait aujourd'hui, voilà pourquoi je propose quelque chose de différent. Je te prends un exemple. Il y a des cafés qui vendaient du café pour 99 cents aux États-Unis pendant très longtemps. Et un jour, il y a Starbucks qui est arrivé et qui a dit je vous vends le même café, on va l'appeler autrement. On va l'appeler venti, latte, caramel, macchiato, ce que tu veux. Ça coûte $6, mais tu as la banane quand tu l'achètes. C'est juste un point de vue. Ils ont eu un point de vue sur comment on sert le café et pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec la façon dont on servait le café avant. Ils n'ont pas changé tellement le produit finalement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent du café, du black de base. Hein. Et bien là, ils ont eu un point de vue en disant il faut changer la façon dont on sert le café. C'est vachement important d'avoir un point de vue. Mais est-ce que ça, c'est pas du coup lié au purpose? Ça peut être lié au purpose, ouais. Ça peut tout à fait être lié au purpose, mais le point de vue, il est aussi lié à ta façon dont tu veux résoudre le problème. Le purpose, c'est pourquoi tu existes, et le point de vue, c'est le début de la construction de ta proposition de valeur.
et comment tu vas dire à tes clients pourquoi tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils font, avec ce que les gens font et ce que les gens leur proposent, et en quoi toi tu es différente, tu vas arriver à quelque chose qui est un peu clivant. Et après, le client, il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Mais par contre, s'il est d'accord avec toi, avec ton point de vue un peu clivant, C'est gagné. tout de suite, il va faire quelque chose, quoi. Et s'il n'est pas d'accord, il va partir. À la limite, c'est bien. Comme ça, tu as une réponse, quoi. Mais le problème, c'est que ça te limite un peu ton nombre de clients quand tu es client. De toute façon, un client qui n'est pas d'accord avec ton point de vue, qui n'est pas d'accord avec ta vision, qui n'est pas d'accord avec ton purpose, il ne sera jamais client. Donc, autant faire le tri, comme ça, tu vas gagner du temps. Oui, il y aura moins de clients, mais de toute façon, les clients qui sont en moins, tu les aurais jamais eus. C'est vrai. 34 pour 34 éléments, Oui. c'est un chiffre que tu as pris au hasard? Alors, pas du tout. Tout est scientifique chez moi. Ah. Non, je rigole. Non, en fait, En fait, il y a un truc important, c'est que j'ai voulu réfléchir à ce que j'avais appris. Et donc, j'ai pris 1 an pour écrire ce que j'avais appris dans toute mon expérience professionnelle, pour essayer de la retranscrire. Parce qu'un des trucs que je pense vraiment, c'est qu'il y a une différence entre l'expérience et l'expertise. Bien sûr. Voilà. Donc l'expérience, c'est ce que tu vis. L'expertise, c'est quand tu as digéré l'expérience, tu deviens expert. Donc j'ai voulu digérer mon expérience pour devenir expert. Et pour ce, j'ai voulu essayer de me répondre à la question, c'est quoi une start-up? Question que personne ne s'est jamais posée. Moi, je me suis posé la question et j'en ai tiré une conclusion qui est qu'une start-up est un système. Et dans ce système que j'ai décomposé, pour moi, il y a 34 éléments. Et ces 34 éléments, ça a été le départ de ma réflexion et c'était le départ de ce que je fais aujourd'hui. Voilà pourquoi 34 éléments. Très clair. Est-ce que tu rêves de ce 34 régulièrement? Pas du tout. Est-ce que quand il est 11h34 sur ton téléphone, tu fais « Ah, on parle de moi sur mon téléphone ?» Ah non, pas du tout. T'es pas 34 Ah non, au fil, quoi. Non, pas du tout. Est-ce que tu peux, en 45 secondes, et Richard va nous mettre le compteur, nous sortir tes 34 éléments? Ah oui. Tu peux? Attends. On peut essayer. Ok. On va plutôt mettre 45 secondes pour 34, c'est chaud parce que si tu mets plus d'1 seconde à dire un mot, on va mettre 60 secondes. Donc, tu as 60 secondes pour sortir dans l'ordre, évidemment, Pierre, et me fais pas aller vérifier les 34 éléments. Purpose, founder fit, culture, skill, rôle, expertise, alchimie, ambition, problème, marketing, positionnement, segmentation marché, client, go-to-market, roadmap, timing. J'en oublie un, c'est pas grave. Adoption. 30 secondes. Rétention. Customer experience. Hypothèse, métrique, feedback client. Sales, revenu. 15 secondes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu vois, tu me troubles avec tes trucs là. Sales, revenu, cash burn. 3 secondes. 1. Bon, c'est pas mal, non? C'est pas mal. C'est pas mal. Je me suis emmêlé les pinceaux dans mon comptage sur mes doigts. Par contre, j'aurais pu te raconter ce que c'est que le système startup en 30 secondes, c'était mieux. Mais bon, ouais, là, mais je savais que tu allais réussir, alors que là, je voulais que tu réussisses, que tu te plantes. Et donc là, j'ai perdu quoi? J'aurais pas de chocolat? Tu n'auras pas d'épisode qui sort. Oh, okay. Tu viens ici ça, pour rien. Cool. Bon, ok. Non, t'en as sorti, je pense, 25. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais c'est pas mal. C'est pas mal, hein? C'est pas mal pour quelqu'un qui fait ça toute la journée. Qui Jamais, ouais. On a demandé à ChatGPT de nous donner les 34 étapes pour monter sa start-up. Ok. Qu'est-ce que tu crois que ChatGPT nous a dit? Je pense qu'il a dû dire des banalités. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs. J'imagine que quand tu concatènes de la data là-dessus, je pense que c'est assez banal, du genre, il faut enregistrer son entreprise au tribunal de commerce, il faut appeler un avocat, il faut trouver un comptable, il faut embaucher des gens, il faut écrire un produit, enfin ce genre de trucs, quoi. Voilà ce que je pense qu'il a écrit. Eh bien, écoute, allons voir en direct. Allons-y. Identifier un problème ou un besoin sur le marché.
Recherchez et validez votre idée de start-up. Créez un plan d'affaires détaillé. Effectuez une analyse SWOT. Définir votre marché cible et les personnes de vos clients. Les personas de vos clients. Analysez le paysage concurrentiel. Développer une proposition de valeur unique. Déterminer la structure juridique de votre start-up. Enregistrer votre entreprise et obtenir les licences nécessaires. T'es fort, Pierre. Protéger les brevets ou les marques de commerce si applicable. Ouvrir un compte bancaire professionnel. Créer un plan financier, un budget. Rechercher, on s'emmerde, ChatGPT. Et voilà. Il faut faire des business plans qui ne servent à rien, c'est super. Mais oui, ChatGPT ne remplacera donc jamais Pierre Gobil. Peut-être un jour. S'il y a une étape qu'il ne faut absolument pas sauter dans ces 34 étapes, c'est laquelle? Je pense que tu ne peux pas dire qu'il y a des étapes à sauter parce qu'une start-up, ce n'est pas séquentiel. J'ai l'impression avec tes 34 éléments dans l'ordre. Oui, mais ce n'est pas séquentiel, c'est holistique. Tu vois, l'idée que je prends toujours, c'est quand tu vas chez le médecin et que tu as mal au ventre, il ne va pas te dire c'est super, tu as mal au ventre, je sais ce que c'est. Donc prends la pilule bleue, ça sera mieux. Il va te dire pourquoi tu as mal au ventre. Il va analyser ton corps. Et ça peut venir du stress, de ce que tu as mangé, de tes allergies, de plein de choses, de que tu as mal dormi, etc. Et donc d'ailleurs, c'est peut-être pas lié au ventre, c'est peut-être autre chose qui fait que tu as mal au ventre. La tête. Ça peut être la tête, Souvent, exactement. Souvent, c'est ça. Donc en fait, une start-up, c'est un peu la même chose. Et donc tu peux pas dire qu'il y a une séquence de choses. Il y a plein de choses qui, combinées, font que ça marche. C'est pour ça que j'appelle ça un système. C'est comme une automobile. Tu prends une roue toute seule, ça sert à rien. Tu prends un moteur tout seul, il va nulle part. Tu mets une roue avec un moteur, on est déjà un peu mieux, mais il faut quand même mettre un volant. Et si tu mets tout ensemble, tu peux aller du point A vers le point B. Une start-up, c'est pareil. Donc il n'y a rien à négliger. Tout est intimement lié. Si tu me dis j'ai un problème de vente, ton problème de vente, il peut venir du fait que ton vendeur est nul, que ton message n'est pas bon, que ton prix est trop élevé, que tu n'es pas assez fort par rapport à la concurrence, que ton produit est pourri. Tu vois, il peut y avoir plein de choses qui font que. Et donc, pour comprendre la réponse à cette question, il faut comprendre toute la start-up. C'est pour ça que j'aime pas le côté séquentiel, j'aime le côté holistique. Il faut comprendre toutes les choses et comment elles sont interconnectées. Ok, mais est-ce que tu peux quand même me donner une étape qui est celle qu'il ne faut absolument pas sauter? À la limite, on peut sauter les autres, même si on ne peut pas sauter les autres. L'étape numéro 1 quand tu crées un projet, c'est l'équipe. C'est-à-dire de qui tu t'entoures. Ça, c'est le must. C'est le must. Et pour moi, il y a 5 critères. La façon dont je choisis quelqu'un, je te les donne. Le premier critère, c'est la culture d'entreprise. Est-ce que la personne que j'ai en face de moi est d'accord avec ma culture d'entreprise? Vaste sujet, mais notamment ça a trait à mes valeurs, à plein de choses qui pour moi sont importantes. Deuxième question que je me pose, est-ce que j'ai une alchimie particulière avec la personne? Parce que tu peux être d'accord sur les valeurs et ne pas avoir d'alchimie. Est-ce que c'est important si la personne est experte? Je préfère avoir de l'alchimie. Pour moi, c'est important parce qu'on est une petite société, on vit ensemble et j'ai envie de vivre avec des gens que j'aime. J'ai pas envie de vivre avec des gens qui sont compétents mais qui me sont étrangers. Donc l'alchimie, pour moi, c'est important. La troisième question que je me pose, c'est quel est le rôle que je vais lui donner dans l'entreprise? Parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui remplisse un rôle qui soit utile à ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Et pour ce rôle, je vais regarder 2 trucs. Les skills, qu'est-ce qu'il sait faire? Les hard ou les soft? Surtout les soft, parce que je pense que tout s'apprend. Mais ça dépend des cas. Tu as quand même des domaines, par exemple, si j'embauche quelqu'un dans le quantum computing, s'il n'a pas de skills dans le quantum computing, on va être un peu emmerdé, quoi. Donc les skills, c'est quand même important, ça dépend du domaine. Et deuxièmement, c'est le niveau d'expérience qui arrive en dernier. Parce que le niveau d'expérience, c'est une réassurance sur les skills, mais c'est tout. Donc pour moi, c'est culture, alchimie, rôle, skill, expérience. Voilà les 5 éléments que je regarde. Et qui me permettent de choisir quelqu'un. Et si tu as 5 sur 5 sur chacun de ces 5, tu le prends? Oui, alors ce n'est pas tout à fait 5 sur 5. Je pense que les 2 premiers sont plus importants, culture et alchimie. Je pense qu'après, si les gens ont des soft skills du style « je suis smart, je suis analytique, j'aime apprendre », si tu veux, tout est possible. Je pense que tout s'apprend. Tu vois, les gens qui changent de métier à 40 ans, ça existe, parce que tout s'apprend. Donc à partir du moment où tu as quelqu'un qui a une curiosité intellectuelle et un cerveau à peu près bien construit, moi je passe sur l'expérience. Pierre Gobil, écoute, je ne peux que aller dans ton sens. C'est bien, pour une fois. Pour une fois, si la toile a quelque chose, c'est une équipe. Ben oui. Et du coup, de l'équipe, tout part. Tout part. Tout part. Tout démarre. Tout dépend de l'équipe. Puisqu'en fait, encore une fois, une start-up, un projet, c'est une aventure. Et c'est des choses que personne n'a jamais fait avant toi. Ce que tu es en train de faire à la toile, personne n'a jamais fait avant toi. Et donc, chaque jour, tu mets un pas dans l'inconnu. Et donc, ce qu'il faut, c'est une équipe qui puisse, avec toi, analyser ce pas dans l'inconnu et t'aider à prendre la meilleure décision possible.
La difficulté quand on a un projet neuf, c'est qu'en fait, on n'a pas d'éléments décisionnels. C'est-à-dire que quand tu es dans un corporate, les corporates, c'est des machines, moi, qui m'emmerdent parce que c'est que des trucs avec des bilans, de la data, des chiffres, des machins. Et puis le chiffre te dit que là, c'est pas bon, donc il faut corriger le chiffre, donc on fait ça. OK, c'est facile. Donc tu as 90% de la data pour prendre une décision. Dans le cas d'une start-up, on n'a pas tout ça. C'est de l'intuition. Alors l'intuition, non, parce que les intuitions sont souvent fausses. Bah non. Donc il faut vraiment faire attention à ces intuitions. Pierre, alors attention, oui. alors, on va pas faire un débat sur l'intuition maintenant. Ah aussi, on va en faire un. Non, c'est pas souvent les intuitions sont fausses, ça ne veut rien dire. Une intuition, c'est une intuition. Une intuition, c'est un point de départ. Et après, il faut que tu la valides. Et tu la transformes en conviction. Tout à fait. Et ce dont on s'aperçoit souvent, c'est que les intuitions sont fausses. Parce que les gens pensent que, en fait, c'est une intuition alors que c'était une sorte d'interprétation. Ce qui est très contre-intuitif, c'est que les intuitions sont souvent fausses dans une start-up. Et que justement, le problème des entrepreneurs, c'est qu'ils font trop confiance à leur intuition. Et sur la base de l'intuition, ils exécutent quelque chose. Alors qu'il faut exécuter quelque chose sur la base de conviction. Et une conviction, c'est quoi? C'est une intuition qui est passée au tatami et qui devient quelque chose de solide. Et tant qu'on n'a pas quelque chose de solide, on n'exécute pas. Au tatami ou au tamis? Tatami, ça se dit pas? Sur le tamis, ouais, tamis, c'est bon, ça me va. Tamis, c'est mieux. Au filtre, ce que tu veux. Non, ouais. mais c'est pas le tatami judo, c'est le truc où on met les. Ouais, t'as raison. Pâtes, tu vois, je connais pas très bien le français, moi. Non, mais c'est la cuisine. Je me débrouille, hein, donc heureusement que t'es là, d'ailleurs. Merci. Hein. Voilà. D'accord, très intéressant. Est-ce qu'on peut monter une start-up sans business plan, Pierre? Il faut monter une start-up sans business plan. Merci, Pierre, c'est la réponse que j'attendais. Ok, j'ai gagné quoi? Rien. Bon. Pourquoi il faut? Parce qu'un business plan, c'est une connerie sans nom. C'est-à-dire que tu écris un futur qui n'existe pas et qui n'arrivera jamais. Donc pourquoi s'emmerder à perdre du temps à écrire un truc qui sert à rien? Ça, c'est ma première réponse. La deuxième réponse, c'est que ça te force dans un espèce de modèle totalement idiot qui consiste à dire que les chiffres vont déterminer ton futur. C'est totalement faux. Donc je ne crois pas du tout qu'un business model soit utile. Je pense que justement, il faut pas les faire. Tu ne peux faire un business model que lorsque tu acquiers une certaine compétence sur ton business. Acquérir, ouais. Ça se dit pas acquis, pardon. Oula. Acquis Une fois que t'as acquis. Ouais, moi, j'ai vécu 17 ans aux US. Non, il y a des mots qui m'échappent. Tatami, je savais pas. Acquis, je savais pas non plus. Je fais plein de bêtises, mais c'est pas grave. Donc, les gens me comprennent. Et donc, je pense que tu peux pas modéliser quelque chose que tu comprends pas. Et donc, avant de modéliser, il faut expérimenter. Une start-up, c'est un espèce de Big Bang. Tu allumes plein de trucs dans tous les sens, ça pète dans tous les sens, et tu récupères les morceaux. Et avec ça, tu te fais une opinion. Et petit à petit, tu construis quelque chose. Mais c'est pas un machin où tu dis, si je fais ça, il va se passer ça. Ça n'a aucun sens. Et en même temps, un peu, si je vends 10 produits à 100... Oui, mais tu les vends comment, les 10 produits à 100? Tu vois, c'est facile de dire je vais vendre 100 produits. J'investis 50 là-dedans, et on estime que c'est 3% le taux 2. C'est normal de faire des... Oui, mais ça sert à rien parce que ça s'avère tout le temps faux. Tout le temps. Ouais, donc il faut expérimenter, analyser l'expérimentation et à partir de là, commencer à tirer des petites conclusions. Et donc pourquoi est-ce qu'il y a des VC en fait? Pourquoi est-ce qu'eux demandent des business plans? Alors c'est les mauvais VC qui demandent des business plans. Les bons VC, ils en ont rien à foutre, surtout quand c'est early. Donc surtout quand c'est early, quand c'est jeune. Donc les bons VC, ils te disent ok, j'aime bien ta gueule, t'es bon, t'es smart, j'aime bien l'idée. Alors pas du tout. Les bons VC, ils ont des critères d'investissement qui sont très déterminés. Donc si tu me poses la question par exemple sur quelque chose de très early stage, je te dirais qu'un VC, ses critères d'investissement vont être 1, la team, on en a parlé, on ne va pas y revenir. 2, le purpose et la vision. Est-ce que cette boîte a de l'ambition? Parce que pour eux, c'est vachement important l'ambition. Et 3, le marché. Est-ce qu'il y a un marché qui existe? Est-ce que personne n'a encore jamais résolu ce truc-là? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Voilà les 3 critères. Et à partir de là, tu peux lever 2 millions. À partir de là, si tu as une super équipe, un purpose, une vision incroyable avec un marché en devenir qui peut être vraiment intéressant, tu peux lever beaucoup d'argent, oui. Génial. Ouais. Et pourquoi est-ce que justement aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ont du mal à lever là? Il se passe un truc. Ah bah ça c'est contextuel, c'est du moment. En ce moment, je pense qu'on est en train de vivre un changement de paradigme au niveau des VC. C'est-à-dire qu'on a vécu... la Silicon Valley s'est créée il y a quelques années, il y a même très longtemps, et ça a toujours été un business d'artisans. Et comme c'était un business d'artisans, il y avait peu d'élus, et parmi ces peu d'élus, il y en avait quelques-unes qui devenaient gigantesques. Et puis c'est devenu un métier où il y avait de moins en moins d'artisans, il y avait de plus en plus de gens qui voulaient le faire, et tout le monde est devenu VC, donc il y a eu beaucoup trop de fonds qui se sont créés, et on a donc beaucoup trop financé de start-up. Parce qu'en fait, en règle générale, on ne peut pas créer des trucs exceptionnels de manière massive. Il y a très peu de choses exceptionnelles qui vont sortir.
Et donc, le fait d'avoir multiplié les fonds d'investissement, eh bien, on a financé des trucs qui n'auraient jamais dû être financés. Donc, aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que la plupart des fonds ne retournent pas l'argent auprès de leur LP, que donc ils n'ont pas de raison d'être, et que donc on va devoir financer beaucoup moins de startups parce qu'il y en a beaucoup moins qui ont vocation à être VC compatibles. Et c'est là où les gens font la confusion énorme, c'est de penser que toute startup a une capacité à être investie par un VC. Je crois que la statistique, c'est que 0,05% des startups sont investies par des VC. 0,05%. Voilà. Le reste, non. Et donc, si les gens ne comprennent pas ça, les gens disent, par exemple, je vais créer une boîte et je vais la revendre 50 millions dans 5 ans. Si tu fais ça, c'est extraordinaire. Mais ça n'intéresse pas un VC. Parce qu'un VC qui a 20% de la boîte qui se vend 50 millions, il a gagné 10 millions. 10 millions, c'est que dalle. Pour son retour à lui, ça ne sert à rien. Est-ce qu'il a investi combien ? Je ne sais pas combien il pourrait investir, mais le problème, je te prends un exemple. Sur une boîte, sur un fonds d'investissement de 400 millions, imagine que tu investisses à peu près 10 millions par entreprise. C'est une caricature. Et que tu prennes 20% à chaque fois. Donc, tu as 40 investissements de 10 millions et tu prends 20%. Sur ces 40, on va faire court, hein, il y en a 37 qui vont ne ramener rien du tout, qui vont perdre ou qui vont ramener à la marge. Donc, il y en a 3 qui vont ramener. Si parmi celles-là, tu en as une qui se vend 300 millions, 300 millions, tu vas me dire, c'est exceptionnel. Et je te dirais, c'est absolument exceptionnel. Rappelle-toi, on a 20%. 20% de 300 millions, ça fait 60 millions. Donc moi, j'ai récupéré 60 millions sur une des 3 qui marche. J'ai levé 400 millions. Et j'ai promis à mes investisseurs, à moi, mes LP, que j'allais retourner 3 fois le fonds, parce que c'est la norme. Donc que j'allais ramener 1,2 milliard. Donc 60 millions sur 1,2 milliard, c'est un carambar. Donc en fait, pour que ça marche, il faut que parmi les 3 qui fonctionnent, chacune me ramène au moins 400 millions. 400 millions correspondrait à 20%, ça veut dire que la boîte doit être valorisée plusieurs milliards. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que le jeu du VC, c'est de trouver des boîtes qui vont devenir le futur Facebook. Enfin, les gens ne comprennent pas, c'est un peu la faute des VC qui investissent à tour de bras. Yes, les mauvais. Oui, il y en a beaucoup parce que... Bien sûr, mais tout à fait, tu as raison. Tu ouvres ton LinkedIn, tu as quelqu'un qui a levé de l'argent. Mais c'est toute cette idée mal façonnée de croire que tout le monde peut être investi par de l'argent d'investisseurs. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Le problème qu'on a fondamentalement, c'est le suivant. C'est que ce métier-là de VC qui est noble restera et on continuera à créer des gros succès grâce à ça. Et on en a besoin parce qu'il y a des succès qui ont besoin d'investissements massifs pour réussir. Pensons à des trucs qu'on pourrait faire sur la planète, par exemple. C'est bien d'avoir de l'investissement massif pour réussir. Et ça peut être très rentable. Donc ça, c'est clair. Mais après, il y a beaucoup de gens qui créent des entreprises qui ont une vocation à devenir juste une PME. Mais c'est noble. C'est-à-dire que tu peux faire vivre des familles, tu peux vendre ça peut-être des centaines de millions d'euros. Donc c'est très noble. Mais ça n'a pas de vocation à être vicié. Exactement. Vicié n'est pas un bon terme. Donc ça marche pas. Donc en fait, on a un problème d'investissement. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les VC qui investissent sur des trucs énormes, et après on a des gens qui montent des boîtes qui pourraient bénéficier d'un petit investissement, un petit coup de pouce pour rapidement devenir rentable et créer un vrai beau projet. Mais ça n'existe pas. Eh ben, des business angels. Ça suffit pas. Et les business angels, ils veulent s'adosser à des VC pour après jouer le jeu du VC. Et donc, si tu veux, on a un problème de financement. Il faut trouver des financements alternatifs à ça. Il y a des choses qui commencent à exister. On appelle le stakeholder investment. Des gens comme Fairmint, par exemple, qui font ça. Ça commence à exister, ou République. Mais il n'y en a pas assez. Et c'est ça, on va dire, le bulk, enfin, l'essentiel de l'économie, il viendra de ça. Il viendra de gens qui vont monter des boîtes entre 10 et 50 personnes. C'est ça, l'économie. L'économie à la Google, c'est le outlier, ça n'existera pas, c'est très très rare. Donc il faut financer cette économie, ce tissu économique qui peut créer des vrais PME, qui ont une vraie valeur, mais qui ne seront jamais un Google. Très intéressant, Pierre Gobil. Ouais, c'est compliqué comme sujet. Bah oui, c'est compliqué. Ouais. Mais moi aujourd'hui, je ne connais pas une personne qui me dit pas je vais monter une boîte et je vais lever sur un PPT, quoi. Ils veulent tous. Oui, mais ils hallucinent. Mais surtout, pourquoi ? En fait, pourquoi ? Il y a aussi un truc, quand tu dis j'ai levé 2 millions sur LinkedIn, les gens disent bravo. Non, mais en fait, un client, on ne fait pas une levée. Une levée, c'est une responsabilité vis-à-vis de l'investisseur. Oui. Donc, on ne fait pas une levée. Non. C'est le début du travail. C'est le début des emmerdes. Mais on a fait croire aux gens avec la Startup Nation et toutes ces conneries qu'en fait, il suffisait d'avoir un PowerPoint, 3 idées à la noix, et puis boum, on levait de l'argent. Ça, c'est une connerie. On envoie des Mustangs sur la falaise. C'est pas bon.
Donc ça, c'est juste une décorrélation aujourd'hui entre la réalité et ce qu'on fait croire aux gens. Et est-ce qu'il y a des règles dans l'entrepreneuriat, Pierre? Ou non, parce que justement, on avance en marchant? Il y a forcément des règles parce que tu peux pas. Tu as deux façons d'apprendre. Soit tu apprends par ton expérience, auquel cas, souvent c'est douloureux. Soit tu apprends en essayant d'apprendre de ce que les autres ont vécu collectivement. Et en essayant d'apprendre de ce que les autres ont vécu collectivement, ça t'évite de faire des erreurs un peu basiques. Donc il faut les deux. Il faut à la fois prendre la sagesse des autres et à la fois apprendre par soi-même pour apprendre. C'est dur d'apprendre par la sagesse des autres. C'est très dur parce que les gens préfèrent se prendre un mur Bien sûr. que de l'éviter. C'est plus facile. Et c'est plus facile, mais ça fait plus mal. Oui, mais au moins, tu as compris une fois, t'arrêtes et tu recommences après. Ouais, mais au bout de 2 murs, t'es mort. Ça dépend du mur. Ça dépend du mur. Généralement, un mur, c'est costaud. Tu sais que depuis qu'on a fait ce podcast 34 éléments, je te vois plus pareil. Aïe. Pour moi, la musique qui te correspondrait... Oui. Alors, oui, ok, c'est un peu du rock parce que tu es un guitariste, bassiste. Batteur. Batteur, pardon. Tu es un musicien qui fait du rock. Oui. Mais pour moi, la musique qui te correspond, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu te sens un peu dans la peau de Greg Morris, de Tom Cruise, de tous ceux qui sont passés par là? Ouais, alors moi, je suis pas du tout un super-héros, donc... Avec les start-upers? Avec les start-upers, oui. J'essaie pas d'être un super-héros. C'est-à-dire que pour moi, le super-héros, c'est la start-up, c'est pas moi. Donc, moi, je suis... T'es qui par rapport à... Moi, je suis au gars de Mission Impossible? Moi, je suis l'entrepreneur, c'est Tom Cruise. Et moi, je suis celui qui lui dit des trucs qui vont lui permettre de devenir le super-héros, mais c'est tout. Ok, donc en fait, t'es pas James Bond, mais dans James Bond, t'es Moneypenny. Ouais, non, je suis plutôt M. M. C'est mieux, ça. Ouais, c'est mieux. Eh ben, très bien, on remettra la chanson de... pas de M, mais de James Bond. Ça marche. Tu sais que je t'ai copié, Pierre, parce qu'il y a un truc que j'ai adoré, et c'est aussi pour ça qu'on est entré en contact, c'est que sur ton site internet, c'est écrit en haut à droite, prenez le rendez-vous avec le fondateur. J'étais là, ah ouais? Tiens, je vais aller voir. Je clique, et là, Calendly, je peux choisir un jour, je peux choisir 15 ou 30 ou 1 heure, je sais plus. Je me suis dit, mais attends, je suis une privilégiée là, je peux aller parler au fondateur, quoi. Comme quoi, Et là, j'y vais, tac, rendez-vous quand? Demain 9h, ouais, demain 9h, visio. J'étais là, en Crète, visio avec le fondateur de 34... Et t'étais en vacances? J'étais en vacances. Enfin, j'étais en vacances. Non, j'étais en... Et tu me commences la conversation à me dire, mais t'es qui, toi? Pourquoi je te connais pas? C'était ta première question. C'est vrai? Ouais, ça m'a beaucoup fait rire. C'est vrai parce que j'aimais bien cette approche sur le site, que j'avais bien aimé ce que tu avais dit sur le Culture Book, ça m'avait parlé. Tu parlais de façon un peu prof de sport, même si tu n'aimes pas cette expression. Et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je t'ai un peu copié. T'as raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur mon site internet, t'as pas prenez rendez-vous avec la fondatrice, t'as prenez rendez-vous. Peut-être un peu moins fort, mais prenez rendez-vous. Et donc, la question que tu es censé me poser là... Ça marche? Voilà. Alors, j'ai des rendez-vous, mais de gens qui candidatent pour la toile. C'est pas mal, déjà. C'est un début. Oui. Et pourquoi est-ce que tu crois que moi, c'est pas des clients? Il faut laisser le temps au temps. C'est la sérendipité, tu vois. Il faut arrêter avec le temps au temps, là, ça fait 5 ans. Oui, ça fait 5 ans que tu as le bouton? Non. Bon. Ça fait 4 Patience. Patience. Dans quoi t'es pas bon en tant qu'entrepreneur, Pierre? Dans les détails. Ah ouais. Je déteste les détails. Pourtant, d'y avait les in the detail. Et ouais, mais moi, je suis plutôt un homme de strat plus que de détails. Donc, à partir du moment où j'ai trouvé ce qu'il faut faire, l'implémentation dans les détails m'emmerde. T'aimes pas l'exécution? Si, j'aime bien, mais pas l'exécution dans les détails. C'est-à-dire que je préfère m'appuyer sur des gens, je sais qu'ils vont bien le faire. Alors moi, si je dois le faire, je le ferai. Mais ça m'excite pas plus que ça. Est-ce que tu es un expert? Alors, dans le domaine des startups, aujourd'hui, ouais, je pense que je suis un expert. C'est-à-dire que j'ai beaucoup réfléchi à tout ça et je pense que j'ai créé une vraie expertise. Ouais. Il y a quand même un truc dans le mot expert où il y a un sens derrière un peu technique. C'est technique. Il n'y a rien de pas technique dans l'expertise, absolument. Et dans le conseil en start-up, en quoi c'est technique?
C'est hyper technique parce que, par exemple, il y a des questions, si je te dis, travaillons sur ton go-to-market, d'accord ? Si tu n'as pas une expertise sur ce que c'est que le go-to-market, tu ne peux pas répondre à la question. Tu vois, c'est pas on n'est pas dans la psychologie, on ne fait pas du coaching psychologique avec les fondateurs. On est sur des problématiques très concrètes où il y a une expertise à avoir pour pouvoir aider la personne à sortir ce qu'il faut. Donc l'expertise, elle est absolument fondamentale. Et pourquoi tu n'as pas monté une boîte ? Là, tu es en France. 34 éléments, c'est une boîte. Hein. C'est vrai. Alors, excuse-moi, pourquoi tu n'as pas monté autre chose qu'une boîte de conseils ? Alors, parce qu'il y a plein de raisons. D'abord, c'est que j'ai 3 luxes pour moi dans la vie. Un, c'est d'avoir du temps libre. Je pense que c'est mon premier luxe. Mon deuxième luxe, c'est de pouvoir vivre où je veux. Et mon troisième luxe, c'est de pouvoir le faire tout en gagnant ma vie. Donc, pour moi, le temps, c'est important parce que je fais beaucoup de vélo. Je suis musicien. T'as un chien ? J'ai un chien. Je fais plein de trucs. Et pour moi, c'est important de faire ça. Et j'ai pas envie de me retrouver, tu vois, sur mon lit de mort en me disant merde, j'ai raté ma vie, j'ai oublié tout ça. Donc j'ai pas envie de ça. Et il y a longtemps que je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui est important, c'est d'être heureux. Ça paraît con ce que je dis et cheesy et tout ce que tu veux, mais c'est vachement important de se dire en fait, est-ce que j'arrive, et c'est très difficile à faire pour un être humain, c'est de se dire est-ce que je peux profiter du moment présent. On est toujours, tu sais, on regarde toujours le futur proche ou le futur lointain en disant je pourrais avoir ça, je pourrais devenir ça et tout ça. Et en fait, t'es jamais heureux quand tu fais ça. Et c'est vachement important de se dire là c'est cool quoi ce qui se passe, c'est bien. Et donc je me suis aperçu de ça il y a assez longtemps. Et donc je me suis aperçu que c'était pas tellement important de courir, d'être vu, tout ça, tous ces trucs de like et de machin, ça me saoule. T'as même pas idée. Parce que j'ai pas envie d'être un héros de LinkedIn, tu vois, je m'en fous complètement. Je le fais mon truc LinkedIn parce que c'est comme ça que les gens te voient, mais ça m'intéresse pas. Et donc pour moi, le plus important c'est ça, c'est de vivre le moment présent en étant heureux dans le moment présent. Et c'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est dur. Et donc voilà pourquoi j'ai pas envie de courir et de monter des boîtes et de me retrouver à moi-même des trucs. Sans courir, tu peux aussi être heureux parce que tu kiffes ce que tu fais. Mais je kiffe ce que je fais aujourd'hui. Voilà, en l'occurrence, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense de Twitter qui devient X ? Moi, j'en pense rien. Moi, j'ai l'impression d'avoir des notifications de porno tous les matins, du coup. Ouais, mais moi, je suis pas très Twitter, tu vois, parce que je suis assez déconnecté de ces trucs-là. Je crois que je dois avoir 120 followers en 10 ans. Joli, belle perf. Je crois que mon premier post Twitter, c'est « Je me suis lavé les dents » aujourd'hui. Voilà, c'était mon premier post et depuis, j'ai dû en poster 5 ou 6, tu vois, à peu près. Donc, c'est pas mon truc, quoi. D'accord. Pierre ? Pénélope. Nous allons terminer cet épisode. Extraordinaire. Et évidemment, puisque je fais du podcast, j'aime bien boucler la boucle. Et donc, mon début ressemble à ma fin. Et donc, nous allons faire un petit jeu. Aïe. Et ça va être le jeu du... Je sais pas quoi. Bah non, Pierre, t'as suivi. Au début, on a fait le jeu du... Tu préfères quoi ? Voilà. Et à la fin, ça va être le jeu du... Tu préfères pas quoi ? Bah voilà, tu préfères quoi ? Exactement. Donc, est-ce que tu préfères, Pierre, que cet épisode assez génial ne sorte jamais, ou que cet épisode assez génial sorte, mais que personne jamais ne l'écoute? C'est quoi ces questions tordues que tu me poses ? Dans tous les cas, personne ne l'entendra, donc j'ai pas de réponse. Si, mais s'il sort jamais, personne l'entend. oui. Et s'il sort et que personne l'entend, personne l'entend. Tout à fait, mais donc, ça dans sert à l'idée, on est d'accord, oh là là, allez, le pragmatique là. C'est nul la toile, franchement. Franchement, t'es rationnel, c'est chiant. Allez, réfléchis, est-ce que tu préfères quand même que le truc sorte et tant pis, ou que non, je préfère le garder plutôt qu'il soit pas écouté? Mais non, il faut qu'il sorte, évidemment, on fait ça pour que les gens écoutent. Et est-ce que tu crois que cet épisode va être écouté, Pierre? Je pense que nous allons avoir des millions d'auditeurs. Donc ça va être extraordinaire. Merci, Pierre. C'est quoi ces questions de trucs? J'arrivais pas à comprendre ce que tu voulais que Mais je dise. si, parce que psychologiquement, c'est pas du tout pareil de se dire... Mais oui, mais justement, si tu sais qu'il sort pas, tu sais que c'est mort. Si tu le sors et qu'il n'y a personne, au moins tu le sors, on sait jamais. Oui, mais on sait que personne l'écoutera. Mais on sait jamais. Au moins il est sorti. Peut-être un jour, tu vois. Parce que t'es optimiste. Il y a un mec qui va trouver la grotte de Lascaux et dire « Ah ouais, il y a un truc là ».